Bonsoir tout le monde et merci d'être venu en si grand nombre. Je vais essayer de me faire voir de tout le monde. En fait, je vais me promener, alors vous allez pouvoir me voir en alternance. Alors, donc, merci. C'est un événement extraordinaire que de faire venir Marion Sigaud. Évidemment, elle a accepté immédiatement et là-dessus, on la remercie. J'ai eu la chance de passer quelques jours avec elle. C'est une personne vraiment extraordinaire. Ben oui. Et je voulais vous dire aussi, je ne la présenterai pas parce que si vous êtes ici, c'est que vous la connaissez bien. Je pourrais rien dire de mieux que ce que vous connaissez d'elle. Mais je voulais vous dire aussi que cet événement-là a été organisé par le Bonnet des Patriotes, qui est une organisation qui a été fondée suite à la visite d'Alain Soral et de Piero San Giorgio il y a 1 an et demi. Dont j'étais l'organisateur avec les Fils de la Liberté, dont on a un digne représentant ici, Jean-Philippe Descaries-Mathieu. Ben, tu peux te lever quand même. Et vous pouvez trouver notre adresse, lebonnetdespatriotes.net. On est une organisation qui nous sommes inspirés beaucoup d'égalité et réconciliation, mais avec, évidemment, une approche qui est fondée sur les spécificités du Québec. Alors là-dessus, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je passe la parole à Marion. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce que je voudrais vous dire avant de commencer, c'est que nous sommes convenus que je vous faisais une présentation de la façon dont j'ai découvert les Lumières et de ce que j'ai découvert dans mes recherches, et que nous pouvions laisser pour la fin, pour après la première partie, la place ouverte aux questions que vous désirez me poser. Je pense que c'est un exercice en général qui plaît bien aux gens, et moi avec lequel je me sens bien, parce que ça me permet de comprendre, de voir à qui j'ai affaire, je veux dire, de connaître le public. Vous savez, moi, le bonheur que j'éprouve à faire tout ce que je fais, c'est de rencontrer les gens. Il n'y a pas d'autre intérêt que de rencontrer les gens et de faire avec eux ce qu'on doit faire. J'ai été très isolée, isolée pendant des années, mais pas isolée par moi-même, isolée par le système qui avait décidé de me couper des gens que je pouvais éventuellement atteindre. Bon, ces gens-là ont perdu, parce que le fait que j'arrive de France ici au Québec et que je remplisse une salle alors que pas un journal, pas une radio, pas une télévision n'accepte jamais de parler de moi, ça veut dire que vraiment ils ont perdu et que les réseaux de communication de la vérité, enfin d'une certaine vérité, là, de la nôtre, de celle qu'on nous a fait taire, est en train de trouver sa voie, de fonctionner. Et voilà, alors merci d'être là. Je sais que vous me remerciez d'être là, mais je vous assure, c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait venir. Je suis vraiment très émue, très contente. Voilà. Alors, je voudrais vous raconter, ce que nous étions convenus avec Vic, c'était de voir comment j'avais découvert les Lumières. Alors, il faut que je vous raconte que le type d'éducation que j'ai reçu. Je suis une Française qu'on appelle de souche, c'est-à-dire que j'ai recherché dans mon arbre généalogique et puis par l'intermédiaire du nom de mes aïeux, j'ai essayé de voir d'où je suis issue. Plus ancien Français que moi, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire que mon patronyme et les racines de mes aïeux sont originaires de l'invasion des Francs qui doit dater du 5e siècle après Jésus-Christ. Vous imaginez le truc? C'est-à-dire que mes aïeux sont français depuis qu'il y a une France. Avant, ça ne s'appelait pas la France. Et mes aïeux n'ont jamais bougé, c'est-à-dire qu'ils ont bougé à l'intérieur du territoire d'une région à une autre, mais il n'y a pas une goutte de mélange connu. Alors si on vous dit que c'est les Français de souche pure, ça n'existe pas, il y a moi. Et alors, je voudrais vous dire, j'en tire aucune fierté, c'est-à-dire le fait de n'avoir aucune goutte de mélange connu avec quelques peuples étrangers que ce soit, je n'en tire aucune gloire, aucune fierté. Je dis simplement, c'est un fait, c'est-à-dire que ça existe et que je fais partie de ces gens-là. Voilà. Donc j'ai reçu une éducation à la fois par mes parents. J'ai grandi en région parisienne. La souche de ma famille est originaire de Bourgogne, du côté de mon père, et de quelque part entre le nord et l'est de la France, du côté de ma mère.
J'ai reçu une éducation par mes parents, qui sont eux nés à Reims tous les deux, mais moi j'ai grandi en banlieue parisienne à Clamart, une éducation catholique. C'est-à-dire que nous allions à la messe quand j'étais petite. J'ai fait ma première communion à l'âge de 6 ans, j'ai fait ma communion dite solennelle à l'âge de 11-12 ans, 12 ans je crois, c'était en 62, ça vous donne mon âge, je suis née avec la moitié du siècle. Et mes parents, mon père beaucoup, a tenu à ce que j'aille à l'école laïque. C'est-à-dire que la position de mon père était, comme nous sommes catholiques, nous allons donner à nos filles une instruction catholique. J'allais au catéchisme tous les jeudis, j'allais à la messe tous les dimanches, mais il nous a mis à l'école laïque parce que, disait-il, c'était la condition de l'intégration. Pour lui, la laïcité, alors mon père avait été élevé chez les jésuites et ma mère avait été élevée chez les sœurs de Notre-Dame de Nazareth. Ils avaient tous les deux reçu véritablement une éducation tout à fait religieuse qui correspondait à ce que voulaient leurs parents. Et nous, mes sœurs et moi, nous avons été élevés à l'école communale et ensuite au lycée de la République. Et là, j'ai reçu une éducation, c'était vraiment une instruction, disons, qui était à l'époque excellente. J'ai l'impression que le meilleur de l'éducation, on l'a eu. Moi, je savais écrire à la sortie du cours préparatoire et arrivé en 6e, on maîtrisait les bases élémentaires du calcul, des sciences nat. Enfin, mon père disait, et je pense qu'il avait raison, ce qu'on n'a pas appris à l'école primaire, c'est pas la peine d'essayer après. C'est là que tout se joue, c'est là qu'on apprend absolument tout, c'est là qu'on apprend les bases, c'est là qu'on les apprenait à l'époque. Je crois que ça a grandement changé depuis. Mais l'instruction qu'on recevait de l'école communale, c'était magnifique. Et on avait en plus on recevait une forme d'éducation, c'est-à-dire la politesse, le respect des autres. Enfin, j'ai vraiment reçu une éducation. J'ai aimé mon école. J'ai beaucoup aimé l'école. J'ai été au lycée, je suis entrée au lycée en 1962, c'est ça, au lycée François Villon, un grand lycée. Alors c'était, moi je suis une baby boomer, hein, c'est-à-dire qu'à ma génération, ça a été le pic de naissance. Je suis née en 50, donc le pic de naissance, il est atteint à ce moment-là. On est la génération la plus nombreuse. Et ce que j'ai appris à l'école, c'est trouvé quelque peu différent de ce que j'avais appris au catéchisme sur un certain nombre de sujets. Alors je dis pas qu'au catéchisme on nous faisait des cours d'histoire, mais enfin on nous faisait passer un certain nombre d'idées sur un certain nombre de choses. Et j'avais également mon grand-père et ma grand-mère qui étaient toujours très pieux. Mes parents n'avaient pas de pratique religieuse. Ils voulaient que nous en ayons, que mes sœurs et moi nous allions à la messe. Ma mère y allait, mon père n'y allait pas. Il disait qu'il avait été tellement à la messe quand il était chez les jésuites qu'il avait fait le plein pour jusqu'à la fin de ses jours et il voulait pas y retourner. Mais il tenait absolument à ce qu'on y aille. Et donc ce que j'ai appris de l'histoire, ce que j'ai appris de ce qu'il fallait savoir de l'Église, ça a commencé à un petit peu détonner entre ce qu'on apprenait au lycée et ce qu'on apprenait au catéchisme. Alors, je peux vous dire que à l'issue de mes c'est 7 années de lycée, les idées que j'avais sur les croyances que je pouvais avoir sur ce qu'était l'histoire de mon pays et l'histoire de l'Église, puisque c'est beaucoup ça dont nous allons parler ce soir, ça consistait à dire que l'Église catholique, apostolique et romaine, hein, qui était majoritaire donc en France, était une religion anti-vie, anti-plaisir, anti-science et anti-bonheur et anti-femme, en gros. Hein, pour vous la jouer dans les grandes largeurs. C'est-à-dire que l'Église était vraiment représentée comme étant une force réactionnaire opposée au bonheur des gens. Et ça, c'était admis, ça faisait partie de ce que tout le monde croyait, de ce qu'on ne remettait même pas en cause. C'était même pas la peine d'argumenter là-dessus. Et le pendant de cette tyrannie de l'Église, alors l'Église étant toute puissante, c'est comme ça que c'était présenté. L'Église était vraiment toute puissante. C'était une force. Alors on disait l'Inquisition, les bûchers, il y avait des noms teintés de terreur comme le Chevalier de la Barre, l'affaire Calas, enfin des choses comme ça terribles, et auxquelles s'était opposé un mouvement
extraordinaire qui s'appelait les Lumières. Et les Lumières, c'était le triomphe de la raison contre les superstitions. Qu'est-ce que c'est les Lumières? Les Lumières, c'est ce qui a précédé la Révolution. Alors il y a des grands noms comme Voltaire, comme Diderot, comme d'Alembert. Bon, d'Alembert, on n'en parlait pas trop à l'époque, mais Voltaire et Diderot, ça faisait partie des... c'était les deux noms qui revenaient toujours. La Révolution et la période précédant la Révolution, je me souviens que j'avais appris ça quand j'étais en seconde, et c'était vraiment, il y avait vraiment une insistance là-dessus, c'est-à-dire que les Lumières étaient un mouvement émancipateur. Et alors, la royauté absolue, le roi, c'était la tyrannie. Donc j'avais appris des belles choses sur les rois, mais globalement l'idée générale qui sortait de ce qu'avait été la royauté, c'est que quand est arrivé un événement qui s'appelait la Révolution française, on a renversé une tyrannie. Et je vais vous dire comment mes sœurs et moi nous avions intégré ce genre de données considérées comme une vérité intangible et qu'il n'était pas question de remettre en question. C'était que quand on voulait affirmer qu'on avait bien le droit de, on disait on est en République. C'est-à-dire on a le droit. Sous-entendu, du temps des rois, on n'avait pas le droit. Mais maintenant on est en République, donc on a bien le droit, de s'exprimer, d'avoir une opinion différente, et on a des droits. On est en République, on a des droits. Voilà. Donc, il y a quelque chose, et ça m'a accompagné pendant toute ma scolarité. Toute ma scolarité. Mais je vais aller bien au-delà. Ça m'a accompagné jusqu'à il y a très peu de temps. C'est-à-dire jusqu'à ce que je mette véritablement le nez dedans. Comme historienne, c'est la chose suivante. La Révolution française, c'est bien. C'est bien, ça se discute pas. Alors il y a plutôt bien au début, plutôt bien au milieu, plutôt bien à la fin, plutôt bien celui-ci, plutôt bien celui-là, c'est Danton contre Robespierre, c'est les Girondins contre les montagnards, mais la Révolution c'est bien. Et ça, c'est une chose que je n'ai jamais discutée. C'est un acquis. La société française dans laquelle je vis est une société bien issue de quelque chose de bien qui est la Révolution française qui a renversé quelque chose de mal, c'était la royauté. Voilà. Qu'est-ce que ça a été la Révolution française? Ça a été l'émancipation de l'homme, c'est-à-dire qu'avant la Révolution française, les gens étaient opprimés, ils étaient opprimés par l'Église, ils étaient opprimés par le roi, et la Révolution française, c'est l'émergence de l'homme libre. L'homme qui a le droit d'être heureux. Il y a une définition comme ça qui m'avait été donnée par une copine que j'avais qui était franc-maçon comme on ne pouvait pas plus. Elle disait, la révolution c'est l'émergence du droit au bonheur. C'est-à-dire qu'avant les gens ils n'avaient pas le droit au bonheur. À partir de la révolution les gens ont le droit au bonheur. Avant c'était sombre, horrible. Les gens courbés sur la glèbe recevant des coups. Enfin, une espèce d'image... Mais c'est ça qu'on nous a fait passer. C'est ça qu'on nous a fait passer. Et la République, c'est le bien pour le peuple. Et ça, c'est encore maintenant, j'ai du mal c'est pas que j'ai du mal, moi, à me convaincre du contraire, mais j'ai du mal à faire passer qu'il puisse y avoir un doute là-dessus, quoi. C'est le bien du peuple. Et la religion, c'est mal. La religion, c'est mal. C'est-à-dire que les gens les plus tolérants de ceux qui m'ont passé que tout cet ancien régime était abominable et que la révolution, c'était émancipateur, c'est que la religion, il peut éventuellement y avoir du bien à la condition qu'elle reste dans le domaine rigoureusement privé. Et tout ce qui, dans la religion, sort du domaine privé, c'est l'oppression. C'est-à-dire, c'est arrêtez, va des rétro Satanas, sortez d'ici, pas de religion dans l'espace public. Ce qui est enfin bon... Nous y viendrons. Ça, ce sont les croyances avec lesquelles j'ai grandi et avec lesquelles j'ai vécu comme citoyenne engagée de mon pays. Moi, je me suis toujours engagée. Moi, je vais vous raconter. Quand j'étais à l'école primaire, dans la cour de récréation, je criais « Vive Kennedy » à bas Nixon. C'est-à-dire que j'ai toujours été concerné par ce qui se passait autour de moi. Alors je ne vous dis pas que j'ai toujours été très éclairé, encore que Kennedy, je ne le renie pas. Mais je disais comme ma grande sœur, mais c'est pour vous donner une idée, ma grande sœur, elle avait que 2 ans de plus que moi. On a toujours été chez moi concernés par ce qui se passe autour de nous. Voilà. On n'a jamais été des gens renfermés sur nous-mêmes et sur le... On était ouverts sur le monde. On a toujours été ouverts sur le monde, je le suis encore, comme vous pouvez constater. Je vois que vous l'êtes également, c'est certain. Mais
c'est vrai que c'est pas la totalité des gens qui sont comme ça. Hein. Vous avez des gens pour qui le journal on lit pas, la télé, encore que la télé c'est très bien de la couper, ils mentent tellement. Mais ce que je veux dire, c'est que chercher l'information, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui s'en fichent. Moi, j'ai jamais fait partie des gens qui s'en fichent. Voilà. Alors, je vais pas vous raconter ma vie, mais il y a quand même un événement extrêmement important qui m'est arrivé sur le tard. Sur le tard, je venais d'arroser 50 ans, figurez-vous. M'a pris la lubie. Alors bon, je vivais à la campagne déjà, j'avais déjà fait mon trou, j'avais déjà écrit plusieurs livres qui m'avaient apporté énormément d'ennuis, J'ai écrit sur Israël et la Palestine. Qu'est-ce que j'avais fait là? Je ne renie rien de ce que j'ai écrit et j'en suis même, je vous le dis, très fier. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Je l'ai payé extrêmement cher, extrêmement cher. Donc je vivais en l'an 2000 à la campagne. Avec un compagnon que j'adorais, tout baignait, tout était extraordinaire. Et un jour, je lis un livre et je tombe sur, alors un livre d'histoire, parce que je me suis toujours passionnée pour l'histoire, et je tombe sur un épisode de l'histoire de France que je connaissais, mais qui brusquement m'intrigue. Je relis l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Damien et qui avait attenté à la vie du roi Louis XV en lui plantant la petite lame d'un couteau à 2 lames dans le dos. Quand on a un couteau avec une grande lame et une petite, prendre la petite lame, c'est déjà un petit peu surprenant. Il n'y avait qu'à prendre la grande. Encore que, je vais vous dire, le couteau, je l'ai retrouvé, la petite lame était pointue et la grande, elle était pointue, mais enfin, disons, elle était plutôt comme ça. Alors que la petite lame, elle était bien pointue, mais la petite lame, elle était grande comme ça. On ne pouvait pas faire grand mal au roi. Surtout qu'il l'a attaqué un jour d'hiver. Alors, vous connaissez ça, hein. C'était un jour, il faisait moins, je sais pas combien, il faisait très très froid. Donc, le roi, il avait une pelisse, une autre pelisse, plus les plis de ses différentes chemises. Donc, la lame a réussi à l'atteindre de ça, il est juste une égratignure. Mais je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que ce type qui s'appelait Damien, c'était en 1757, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et j'ai remarqué une chose, c'est que l'écrivain qui écrivait cet épisode, c'est l'histoire d'amour de l'histoire de France. Vous savez, quand je cherche des noms en conférence, je trouve jamais. Histoire d'amour de l'histoire de France. Pardon? Merci. Merci. Et l'auteur du livre prenait un malin plaisir à raconter, alors, concernant Damien, les détails de son supplice qui sont une abomination, qui font honte au genre humain, quoi. C'est un détail de sadisme, de cruauté, de barbarie, qui n'a pas d'équivalent. Je veux dire, on peut pas imaginer pire que ce qu'on a fait à ce garçon. Et je remarquais que Guy Breton, en décrivant l'époque, il rigolait très très fort en disant, parce que Louis XV, on lui amenait des petites filles, et puis il était content, il trouvait ça mignon, et puis les mamans des petites filles, de temps en temps, elles criaient, alors on disait, mais non, c'est pour le roi. Je lui dis, mais c'est de la pédophilie, ça. Je dis, le roi qui en amène des petites filles, ça s'appelle de la pédophilie. Et ça, personne ne le disait. Et je lui disais, alors il y a un gars qui plante son couteau dans le dos d'un roi dont on rigole par ailleurs en disant qu'il couche avec des petites filles et personne verrait le rapport entre l'un et l'autre. Je dis, c'est quand même bizarre ça. Alors j'ai commencé à chercher, c'était les débuts d'Internet. Je cherche. Et chaque fois que je demande des détails sur Damien, alors je rentre sur des groupes de discussion d'histoire. Et les gens me répondaient, Damien, le supplice de Damien, l'écartèlement de Damien. Je dis, mais enfin, je vous parle pas de sa mort, là. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et puis je commence à rentrer en contact, en communication avec des chercheurs en histoire qui me disent, Damien, oui, à l'époque, il y avait les chœurs ecclésiastiques, il y avait les jésuites, les jansénistes. Mais j'ai dit, mais attendez, je vois pas le rapport. Ça n'explique pas pourquoi un homme va risquer une telle mort. Alors, il faut savoir que s'attaquer au roi, c'était risquer la mort qu'on lui a donnée. Il n'y avait pas de doute là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait là un homme de 42 ans qui avait mis sa vie en jeu sans aucun espoir de s'en sortir. Pourquoi ? Personne n'était capable de dire pourquoi. Je dis, là, il y a quand même un truc qui m'échappe. Moi, j'ai l'impression que c'est une affaire qui peut avoir un rapport avec le fait que, par ailleurs, on se gausse en rigolant, en disant que le roi couchait avec des petites filles. Si je vous le résume, un roi pédophile et un domestique de 42 ans qui lui met un couteau dans le dos, il n'y a pas de rapport. J'ai dit, il y a peut-être bien un rapport quand même. Mais... moi, j'habitais à la campagne, je coulais des jours heureux
j'avais pas les moyens de vérifier. Sur Internet, j'ai vite compris qu'il n'y avait rien du tout. Et un jour, alors j'avais un avantage, comme j'avais publié plusieurs livres, ça me donnait un accès à la bibliothèque de recherche de la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire que si vous allez à la Bibliothèque nationale, vous avez accès aux livres grand public. Pour avoir accès aux livres qui sont en dessous, c'est-à-dire aux livres de recherche, aux livres plus rares, il faut avoir un accès chercheur. Mais moi, j'étais pas chercheur, mais j'avais déjà publié. Donc, j'étais auteur. Et à ce titre, j'ai eu droit à un entretien avec une personne tout à fait gracieuse qui m'a reçu, qui m'a dit, voilà, vous voulez faire une recherche sur quoi? Et je dis, je voudrais faire une recherche sur Damien. Alors, je lui dis pas tout mon intuition, mais je lui dis, voilà, je cherche tout ce qui a pu être écrit pour me donner une explication éventuelle à l'attentat de Damien. Et alors, sur le catalogue qui fait, alors je sais pas combien ça fait de centaines de milliers de bouquins, elle me sort 3 ouvrages, 3. Il y avait 3 livres qui avaient été écrits sur Damien et pas un de plus. J'avais la journée pour ça, je prends ma carte de chercheur, je rentre, je vais chercher les 3 bouquins, et je cherche, et je trouve rien. Alors des détails sur son supplice, oui, des détails sur les querelles ecclésiastiques auxquels je ne comprenais pas grand-chose, parce que j'étais pas historienne, hein, moi j'étais bachelière, hein, j'étais titulaire d'un baccalauréat, pas plus, puis baccalauréat à la sauce française. Hein. Chez vous, ici, baccalauréat, je crois que c'est la licence, non? Le bac, c'est simplement la fin du lycée, hein. C'est-à-dire que j'avais pas fait d'études. Pardon? Donc, je commence à fouiller dans ces livres et je vois rien qui puisse me donner la moindre piste. Alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'avais une amie historienne avec qui j'avais des longues discussions parce que sans avoir fait des études d'histoire, je lisais quand même de l'histoire de tout mon temps disponible pour lire, c'était pour lire de l'histoire. J'ai toujours adoré ça, mon père adorait ça, c'était un peu un virus familial. Et je savais par cette amie qui m'avait fait lire un livre d'une historienne que j'ai eu la joie et le bonheur et l'honneur de rencontrer, qui est Arlette Farge. Arlette Farge avait écrit un livre sur un événement qui s'était passé à Paris en 1750, c'est-à-dire 7 ans avant l'attentat de Damien, et qui racontait qu'à Paris, la police enlevait des enfants et qu'il y avait eu des émeutes. Donc, j'avais lu ce livre d'Arlette Farge et je savais que 7 ans avant l'attentat de Damien, des enfants étaient enlevés dans les rues par la police. Et les parents s'étaient révoltés, il y a eu des émeutes, mais graves, des émeutes avec mort d'homme. C'était, avais-je lu dans le livre, les plus graves émeutes entre la Fronde, c'est-à-dire 1648-1652, et la Révolution française. C'est-à-dire sur un siècle et demi, les événements les plus graves, le désordre le plus grave à Paris, dans toute cette période, c'est les émeutes de 1750. C'est-à-dire la police sur les dents, le roi affolé. Bon, pourquoi? Parce qu'on enlevait les enfants. J'ai dit, on enlevait les enfants, pourquoi? Ah ben ça, on ne sait pas. On connaît les raisons officielles, c'est-à-dire qu'on enlevait des petits libertins qui cassaient les lanternes. Voilà. Alors on les ramassait comme ça. Puis on les rendait pas. Ça, les parents, ils se laissent pas faire. Alors, je le dis souvent, hein, il y a 2 choses qu'il faut pas faire aux Français. Je sais pas comment c'est au Canada, mais moi je vous dis en France. Vous touchez au pain, vous touchez aux enfants. Ça pète. Là, en ce moment, ils en sont aux enfants. Chez nous, là. Chez vous, je sais pas, mais en ce moment. Entre autres, notamment. Donc, je m'étais intéressée à cette affaire d'enlèvement d'enfants et j'essayais de voir s'il pouvait y avoir, je m'étais imaginé qu'il pouvait éventuellement y avoir un rapport. Et je me retrouve donc à la Bibliothèque nationale avec ces 3 bouquins. Je lis les 2 premiers en diagonale assez facilement et le 3e était en anglais. Alors moi, je lis l'anglais, c'est bon. Mais je ne l'ai pas étudié, c'est-à-dire que c'est laborieux quand même, c'est laborieux. Et alors, j'ai déjà raconté l'histoire, alors que ceux qui ont déjà vu la première vidéo que j'ai faite m'en excusent, mais je vous assure, c'est tellement rigolo comme truc. Il me restait le bouquin en anglais à lire. Et j'entends le micro qui dit, nous rappelons nos visiteurs, nos lecteurs, que exceptionnellement, la bibliothèque va fermer à 18h au lieu de 20. J'avais plus qu'une demi-heure devant moi. Et j'avais un bouquin en anglais à lire et 180 km qui me séparaient de la maison. Parce qu'une fois que je sortais de la bibliothèque, il fallait que je reprenne le train. Je veux dire, j'ai pas de chambre d'hôtel, je veux dire, pas les moyens de... Bon. Et je tourne les pages le plus... vous savez, je balaye en prenant une page, une autre. Alors, balayer en français, déjà, c'est un exercice, mais balayer en anglais, et tac, je tombe
sa fille aurait été enlevée, la fille de Damien aurait été enlevée en 1750. Et alors là, le sol tremble sous mes pieds, je vois rouge, je vois des éclairs. Vous savez, j'ai eu une espèce d'émotion, j'ai dit, je l'ai trouvé. J'ai trouvé. Ce que disait le chercheur, qui est un monsieur très sérieux, il s'appelle Dane Van Clay, je ne prétends pas que ce monsieur n'a pas fait un travail sérieux, mais il n'a pas cherché dans les mêmes trucs que moi. Et puis d'abord, il m'a ouvert la voie. Il a dit qu'il avait trouvé dans le dossier d'Amiens une déclaration d'un de ses maîtres qui disait en 1750, c'est-à-dire un de ses maîtres sollicité après l'attentat de venir raconter aux magistrats instructeurs ce qu'il savait. Cet ancien maître a dit en 1750, sa fille a été enlevée et il a envoyé une lettre de menace au lieutenant général de police pour qu'on la lui rende. Alors là, si c'est pas une piste, c'est quoi? J'ai dit j'ai trouvé. C'est-à-dire que je veux savoir s'il y a un lien entre l'un et l'autre, et je trouve qu'il y en a un. C'est extraordinaire. Je me suis mise à trembler comme une feuille. J'ai dit, mais là vraiment, je serai historienne, je serai chercheur. J'étais juste une femme plutôt bien dans sa peau, plutôt heureuse, plutôt en ayant renoncé à écrire et à être connue. Mais enfin, je veux dire, j'avais trouvé une espèce de tranquillité qui me convenait très bien. J'ai dit, là, je repars dans une aventure, là. C'était absolument évident. Je suis allé voir ma copine, alors j'ai photocopié la page. En bas de la page, il y avait une référence. À partir d'une référence, je savais que c'est comme ça. Sans avoir fait d'histoire, je savais que c'est comme ça qu'on commence une recherche. On a une piste et puis après, on dévide le truc. Je me suis précipitée chez mon ami qui m'avait donné cette piste des enlèvements d'enfants, et elle me dit, si tu n'es pas historienne, personne ne te croira. Tu peux éventuellement faire une recherche. D'abord, j'ai bien compris que faire une recherche tout seul, je veux dire, l'université, ça sert quand même à quelque chose. Vous savez, c'est quand même le temple du savoir. Donc je ne l'avais pas, je n'avais pas la connaissance historique. J'étais même pas une historienne amateur. J'étais simplement un individu lambda, une française lambda qui aimait bien l'histoire. J'étais pas historienne. Être historien, c'est être passé par un cursus, par des professeurs, par une élimination. Je veux dire, des travaux à rendre, enfin c'est du travail. Et ma copine me dit, si t'es pas historienne, soit tu y arriveras pas, mais à mon avis t'es suffisamment maligne, tu y arriveras, mais on te croira pas surtout. C'est-à-dire que si tu découvres la vérité sur Damien, que tu écris un livre, t'es capable de le faire, j'en ai déjà écrit plusieurs, ça c'est une chose que je sais faire a priori, pas a priori, mais maintenant où j'ai pas besoin qu'on me donne de leçons, je sais écrire des livres, voilà, je sais faire ça, bon. Mais elle me dit, tu vas écrire un livre qu'on ne voudra pas te prendre. C'est-à-dire qu'on te dira, vous avez étudié où, qu'est-ce que vous avez comme diplôme, et on risque, et elle me dit, le plus grave danger, c'est on te dira, c'est pas bon, on le prend pas, et on le donnera à quelqu'un qui va te le voler. Et ça, cette perspective-là, je dis non, alors là, non. Mais je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, mais t'as pas deux trucs à faire, t'en as un seul, tu reprends tes études. Je lui dis, mais t'es dingue? Elle me dit, non, tu es pas dingue. C'est toi qui dois savoir ce que tu veux faire. J'avais 50 ans. J'habitais la campagne, c'est-à-dire je pouvais pas aller à la fac. J'avais le bac. C'est-à-dire que j'avais 3 ans avant d'atteindre la licence. Et c'est à partir de la licence, c'est-à-dire 1 an après, qu'on commence la recherche. C'est-à-dire qu'il fallait que j'attende 3 ans de là où j'étais, avant de pouvoir commencer une recherche. Elle me dit, t'as pas le choix. Vous savez, hein, les amis, c'est à ça que ça sert. Ça vous pousse. Alors j'ai dit que je voulais pas, je pouvais pas, j'étais pas capable, j'étais trop machin, j'étais trop truc, j'étais pas assez bidule. De toute façon, il n'en était pas question. Si j'avais voulu faire des études, je les aurais faites avant, etc., etc. Puis un beau matin, je me suis réveillée, je dis, il faut que j'y aille. C'est bien de toujours commencer en disant non. Ça laisse la place au oui après. Donc j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit, alors j'ai cherché, alors par internet, vraiment, pour moi c'était vraiment les débuts d'internet, j'ai cherché une université qui pouvait je cherchais 2 choses, une université qui veuille bien me prendre par correspondance, parce qu'il n'était pas question que où voulez-vous que j'aille. Moi j'habite en rase campagne, c'est pas que j'habite dans un village, j'habite à l'extérieur d'un hameau, à 45 km de la première ville et à 180 km de la première université. Donc il fallait que ça se fasse par correspondance. Et alors j'ai trouvé une université qui faisait l'histoire par correspondance, et cette université, c'était l'université de Besançon. Elle avait un avantage supplémentaire, c'est qu'elle me permettait de faire de l'histoire
sans éventuellement être obligé de faire de la géographie. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était être historienne, je voulais pas être prof d'histoire géo. Donc je voulais faire une licence d'histoire, uniquement d'histoire. Et j'ai essayé, parce que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir, je me suis payé de culot, je leur ai demandé si je pouvais passer directement en licence, compte tenu de mon âge, de mon expérience, que j'avais écrit des bouquins et tout. Alors, j'avais aucune garantie. Je me suis centré sur moi-même pendant 1 jour, 2 jours, 15 jours, puis à un moment donné, je me suis mise à mon ordinateur, j'ai écrit une lettre, j'ai dit des lettres comme ça, c'est votre destinée qui en dépend là. Alors chaque mot a été pesé, chaque virgule et tout, et je leur ai demandé à rentrer directement en licence, simplement avec le bac. Et je suis tombé dans les gens qui ont reçu ma lettre. Alors c'est rigolo, parce que je devais avoir quelques centaines de lecteurs sur tous les bouquins que j'avais écrits avant, tellement ils ont été boycottés par les médias. Et dans le jury, qui était susceptible de me répondre, j'avais un de mes lecteurs qui avait même entendu une de mes conférences. Alors ça s'appelle un coup de bol. Et il a dit, mais je la connais, j'ai lu son bouquin, c'est vrai, c'est bien ce qu'elle fait et tout. Et ils m'ont donné l'autorisation d'entrer directement en licence. 1 an après, j'étais licencié. 2 ans après, j'avais ma maîtrise. Et je me suis lancé dans l'histoire. Voilà. Donc, mois de septembre, bachelière. Mois de juin, licencié en histoire. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Quand j'ai commencé à étudier le dossier d'Amiens, alors c'était en maîtrise, j'ai commencé à étudier le dossier d'Amiens. Quand vous étudiez un dossier comme celui-là, vous ne pouvez pas faire l'économie, ou alors sinon vous n'êtes pas historien, de regarder tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que j'ai commencé à découvrir ce que c'était que le siècle des Lumières. Et c'est là que je suis arrivé à découvrir les Lumières. C'est-à-dire que mon sujet d'étude, c'était uniquement l'attentat de Damiens. L'attentat de Damiens ne croise pas ces messieurs, ni Voltaire, ni Diderot, ni l'encyclopédie, ni de près ni de loin, ils ne se croisent pas. Mais à partir du moment où c'est la même période, vous ne pouvez pas décemment étudier l'un sans étudier les autres. Et c'est comme ça, je ne peux pas dire par hasard, mais disons par la bande, par un biais, que j'ai découvert ce que c'était que la face cachée des Lumières. La face cachée des Lumières. Les gens qui, autour de moi, à la fac, pouvaient étudier des choses à partir des Lumières, ils rentraient directement dans les textes des Lumières, et ils trouvaient ce qu'ils y trouvaient, enfin bon. Mais moi, à partir du moment où j'avais un événement dans lequel j'entrais avec passion, puis avec acharnement, moi, vous savez comment est-ce que j'ai découvert le poteau rose de tout ce qui se passait? Je savais, à partir du moment où j'avais compris que Damien, sa fille avait été enlevée, puisqu'il y avait un papier dans son dossier qu'on trouvait dans les papiers du procureur qui disait, un papier de son maître, un de ses anciens maîtres, qui disait qu'il avait été enlevé, que sa fille avait été enlevée. Bon. Et je savais que sa fille avait été retrouvée, puisqu'on la voit dans le dossier. Bon. Donc ça a été un événement dramatique dans l'histoire de Damiens. Le maître n'aurait pas inventé un truc pareil, et on ne l'aurait pas mis dans le dossier du procureur si ça avait été une fantaisie. Donc c'était quelque chose qui pesait lourd. Et en étudiant à la loupe le dossier, alors le dossier de Damiens, c'était plusieurs choses. C'était un document qui a été imprimé et qui a été diffusé dans le public, auquel j'ai eu accès. J'ai commencé à faire des kilomètres pour aller chercher des documents à droite et à gauche. J'ai trouvé à la bibliothèque de Nevers l'original pas l'original, la version imprimée du procès de Damiens. Ils m'ont laissé intégralement le photographier et je l'ai lu intégralement chez moi sur mon ordinateur. Et j'ai bien vu que chaque fois qu'il s'agissait de sa fille, il y avait des blancs. C'est-à-dire que le maître de Damiens qui avait raconté cette chose que sa fille avait été enlevée, quand on l'interrogeait dans le cadre de l'instruction, il parlait de l'épisode sans mentionner la fille de Damiens. C'est-à-dire que dans le témoignage qu'il avait laissé, qu'on trouvait dans les papiers du procureur, il y avait « Damien m'a raconté qu'un jour, on lui avait enlevé sa fille et tellement furieux, il a envoyé une lettre de menace au lieutenant général de police, et il m'a semblé qu'il disait c'était de l'étourderie de sa part, c'est-à-dire que pratiquement son maître disait, il croyait qu'on lui avait enlevé sa fille, parce que c'est vrai qu'à l'époque on disait c'est des rumeurs qu'on enlève les enfants. On pensait bien que les parents qui en enlevaient les enfants, ils savaient bien que c'était pas des rumeurs. La façon dont ça avait été tourné dans le dossier laissait penser que le maître avait pu croire qu'il se trompait. Or il se trouve que dans tous les endroits pendant l'instruction où le maître en question a été interrogé, quand il s'agissait de cette partie du témoignage, il disait Damien avait fait preuve d'étourderie, il donnait l'impression
l'impression de voir de la police partout. Et il disait pas, il racontait que sa fille avait été enlevée. C'est-à-dire que j'ai vu à ce moment-là qu'on cachait quelque chose concernant sa fille. J'ai regardé les dates, la date d'arrestation de sa fille. Je vous le donne pas dans les précisions, mais pour que vous compreniez. Imaginez, sa fille est arrêtée le lundi, parce que après l'attentat, on a arrêté Damien, ensuite sa fille, sa femme, son père, son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux, ses nièces, ses copains, et on a enfermé tout le monde, et on a mis tout le monde au secret. Au secret. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et imaginez, sa fille est arrêtée le lundi, et le premier interrogatoire, il date de 8 jours après. Vous croyez que c'est crédible? Vous croyez que c'est crédible qu'on va mettre 8 jours à interroger? C'est évident que tout ce qui avait trait aux premières déclarations, et également pour les premières déclarations de Damien, j'ai vu qu'il y avait des faux antidatés, post-datés, enfin, j'ai vu tous les bidouillages qu'il y avait dans le dossier. On faisait en sorte que tout ce qu'il avait dit au départ avait été arrangé, changé, coupé, et que sa femme et sa fille, toutes les premières déclarations qu'elles ont faites ont été tronquées, et on a commencé les interrogatoires officiels plusieurs jours et quelquefois longtemps après leur arrestation. Donc j'ai bien vu qu'il y avait absolument des choses à cacher, et je voyais qu'il y avait une différence entre ce que je pouvais trouver dans les papiers du procureur et ces fameuses pièces originales imprimées. Je suis allé aux archives et j'ai demandé à voir la version manuscrite de ces pièces originales. Alors pour la petite histoire, Jules Michelet, on appelle ça un historien, il racontait que le dossier avait été arraché et détruit. C'est marrant, je l'ai eu entre les mains, le dossier en question. Enfin, lui, il racontait que ça avait été brutalement arraché en plus. Quand vous avez des pages arrachées, une fois qu'elles sont plus là, comment pouvez-vous savoir si ça avait été délicatement arraché ou brutalement? Mais ça, c'est Michelet. C'est Michelet. Donc, il racontait qu'il y avait... Et moi, le dossier, je l'ai eu manuscrit, je l'ai eu intégralement entre les mains. Et en travaillant sur le dossier manuscrit de Damien, j'ai réalisé que le dossier manuscrit n'était pas un original, que c'était un dossier qui avait été recopié d'un original. Et ça se voyait, ça se voyait. Je vous donne pas tous les détails, mais c'est absolument fou. On voyait bien qu'il y avait des trucs qui avaient été bidouillés. Il y avait des endroits où il y avait des numéros qui étaient sautés, il y avait des documents qui n'étaient pas signés par le greffier, il y avait des trucs, j'ai dit mais c'est complètement fou. Et il y a une troisième source pour connaître un dossier comme celui de Damien, c'est les papiers du procureur. Donc vous avez la version grand public, vous avez le dossier des magistrats instructeurs et vous avez les papiers du procureur. C'est quoi les papiers du procureur? Chez le procureur, on prépare les interrogatoires. Et c'est là que vous avez en vrac, y compris le petit papier disant de son maître, sa fille a été enlevée. Vous avez tout dans les papiers du procureur. Vous avez les brouillons, vous avez les préparations d'interrogatoire. Et en comparant les uns et les autres, j'ai vu que tout ce qu'on cachait, c'était la disparition de sa fille. Tout ce qui touchait à sa fille et tout ce qui touchait aux émeutes de 1750 avait disparu, avait été tronqué. Je vous donne un exemple. Vous avez, quand Damien a été arrêté, il a été emmené dans la geôle de Versailles. J'ai retrouvé la geôle, hein. Je suis même allé visiter, enfin j'ai fait des kilomètres, si vous saviez tout ce que j'ai fait. Je suis allé jusqu'à Arras, je suis allé partout pour me mettre mettre mes pas dans les siens et pour retrouver la vérité. Donc Damien a été arrêté et mis à la geôle de Versailles. Et là, on a mis deux... maître des requêtes, je sais pas. Enfin, le roi a fait envoyer deux personnes qui ont commencé à l'interroger, qui s'appelaient les sieurs Maboul et Villeneuve. Et en ville, quand vous lisez le journal de un tel qui raconte ce qui se passe à la cour, on disait Maboul et Villeneuve en sont à leur Xème interrogatoire. Et ensuite, quand vous ouvrez le dossier de l'instruction, Maboul et Villeneuve sont inexistants. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait dire à Damien n'est pas dans le dossier. C'est absolument ahurissant. Ils ont passé plusieurs jours avec lui. Et vous avez un premier interrogatoire officiel qui démarre avec une date tronquée. Le premier interrogatoire officiel démarre à la date du jour de l'attentat, et au cours des interrogatoires, il y avait une question qui dit « Contrairement à ce que vous nous avez dit hier, vous prétendez aujourd'hui que... » C'est-à-dire qu'on voit que ça n'est que des faux et de la manipulation. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre là-dedans.
qu'il y a une espèce de complot dans lequel les magistrats, puisque c'est les magistrats qui ont mené l'instruction jusqu'au bout, les magistrats qui étaient en guerre contre le roi, et la royauté sont complices pour cacher quelque chose de grave. Ce secret qui a été opposé à Damien, en plus la sauvagerie avec laquelle ils l'ont exécuté, je dis, ça cache des choses très graves. Et qu'est-ce que ça cache? Je me suis dit, d'abord, si sa fille a été enlevée, elle est bien sur un registre quelque part. Or, il faut savoir que les archives de la police, à Paris, ont grandement brûlé en 1871 pendant les grands incendies de la Commune. Il y a eu des pertes absolument irréparables dans les archives de la police, à Paris, pas que dans les archives de la police, mais dans les archives notamment de la police. Et on a perdu énormément de dossiers, donc il y avait très très peu de chances que je retrouve le trace de l'enlèvement de la fille de Damien. Mais comme j'étais à la fac, et que à la fac, ça sert également à avoir des profs qui vous soutiennent. Ma prof m'avait dit, elle se passionnait, elle était rigolote, ma prof. Tous les mercredis, elle voulait manger avec moi, parce que je venais de Paris, elle voulait manger avec moi pour que je lui raconte mes dernières trouvailles. Elle suivait ça comme un feuilleton, elle était absolument passionnée, elle était adorable. Et j'ai perdu le fil, où est-ce que j'en étais? Oui, donc elle me dit, ma prof me dit, mais attendez, il faut que vous alliez voir dans les archives de l'hôpital. J'ai dit, les archives de l'hôpital, c'est quoi ça? Parce que le réflexe, c'était d'aller chercher des enfants enlevés dans les archives de la police. Et l'hôpital, je ne savais pas ce que c'était. Donc elle me branche sur le sujet, je suis allé aux archives de l'hôpital, et qu'est-ce que c'est l'hôpital? C'est l'institution de l'époque qui, depuis Louis XIV, donc c'est-à-dire 1652 jusqu'à la période considérée, s'occupait des enfants trouvés, notamment des pauvres, des handicapés, des fous, des machins, etc. Et notamment des enfants trouvés. Et ma prof, qui était fine mouche, puis elle n'était pas prof pour des prunes, elle me dit, allez chercher là-dedans. Et je suis rentrée au cœur de ce que c'était que cette institution dans laquelle transitaient des milliers d'enfants pendant l'Ancien Régime. Alors là, j'étais partie sur une intuition qu'il y avait du trafic d'enfants, j'étais au cœur du truc. J'ai commencé à analyser, alors j'ai cherché pendant la période susceptible de correspondre à l'enlèvement de la petite Marie Damien, j'ai balayé tout. Vous avez des registres qui étaient gros comme ça, avec la date en haut, et des colonnes, vous avez tel jour, donneur d'ordre en marge, le nom d'une personne, j'ai regardé la salpêtrière, c'était les femmes et les petites filles, à Bicêtre, c'était les hommes et les petits garçons, le nom de la personne, tout son pédigré, c'est-à-dire où elle est née, si c'est une personne mariée, si c'est l'âge, la raison de l'entrée dans l'hôpital général, ça pouvait être la pauvreté, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas vivre et qui vont à l'hôpital pour demander du secours. Quel secours? C'était concentrationnaire, hein. L'hôpital général, c'était vraiment une horreur. Mais ça pouvait être également des enfants abandonnés, trouvés, ou dont les parents étaient trop pauvres, qui rentraient dans l'institution. Et il y avait également les gens enlevés, qui rentraient par ordre du roi. Alors, il y avait par ordre du roi, c'était la lettre de cachet, parce que c'était considéré comme lieu de secours pour les pauvres, et où on enfermait les gens par correction. Vous voyez le truc? Hein, ça vous donne une idée de l'ambiance. Et il y avait une autre façon d'entrer à l'hôpital général, c'était par les archers. Et les archers, c'était quoi? C'était les archers des gueux. C'était les gens qui appartenaient à l'hôpital général et qui arrêtaient les mendiants. Et c'est eux qui enlevaient les enfants. Et j'ai vu arriver les petites filles. J'ai vu très clairement le nom, le prénom et le pédigré de dizaines de petites filles qui ont été enlevées par les archers pendant précisément la période considérée, et on les a vues ressortir. Et dedans, il n'y avait pas Marie Damien. Mais alors ce chercheur, je le dis parfaitement honorable, dont je n'ai vraiment aucun mal à dire, hein, Del Van Clee, lui, il avait cherché les enfants qui avaient disparu dans les archives de la police, il avait regardé au Châtelet, il n'avait pas trouvé, il a dit bon, ça me semble une mauvaise piste, quoi. On n'enlevait pas d'abord les petites filles, d'abord on enlevait les petits garçons. Mais, tant qu'on n'a pas trouvé les listes de petites filles, on peut croire effectivement qu'on les enlevait pas. Mais moi j'ai trouvé les registres dans lesquels il y avait le nom, le prénom, le machin et tout, et la date de sortie. Parce que les parents s'étant révoltés, ben les enfants qu'on a fait rentrer, on les a fait sortir. Voilà. Les parents ont eu gain de cause. Hein. Ils ont fait des émeutes qui se sont terminées le 24 mai 1750. Il y a eu je ne sais pas combien de morts. Et ils ont retrouvé leurs gamins. Ceux-là, en tout cas. Hein, faut le savoir quand même. Hein, quand les parents se remuent, en général, ils ont gain de cause. Donc, j'ai pas trouvé Marie Damien dans les registres de l'hôpital général. Mais j'ai trouvé
de façon tout à fait suspecte, qu'il y avait des tas d'enfants qui rentraient et des tas d'enfants qui sortaient et on ne sait pas où ils allaient. Je me suis lancée dans l'étude de ce qu'était l'hôpital général à l'époque, et c'est là que j'ai compris ce que c'était que les querelles ecclésiastiques à l'époque. C'est-à-dire que l'hôpital général était une institution laïque, tenue par des laïcs, dans lesquels les prêtres qui étaient présents, parce qu'en France catholique, il y avait des prêtres absolument partout, étaient soumis en principe à l'autorité ecclésiastique pour tout ce qui touchait au sacrement ou des choses comme ça, mais ils obéissaient à une direction pour ce qui concernait la vie quotidienne à l'intérieur de l'institution, une direction tyrannique pour les pauvres, qui était constituée de magistrats laïcs et jansénistes. Jansénistes, tiens, qu'est-ce que c'est? Et hop, je pars étudier ce que c'est que le jansénisme. C'est une forme de protestantisme non schismatique, c'est-à-dire resté au sein de l'Église catholique, qui remet en cause l'autorité du roi et l'autorité du pape, c'est-à-dire des gens qui sont très puissants, parce que les juges d'Ancien Régime sont des gens très riches et très puissants, qui idéologiquement remettent en question l'absolutisme royal. Ils veulent sans arrêt donner leur avis, expliquer au roi qui se trompe et qu'ils ont raison, etc. Et qui font la même chose avec le pape. Donc je me trouve au cœur des querelles ecclésiastiques. Pourquoi? Parce que les magistrats, laïcs donc et jansénistes, qui tenaient de main de maître l'hôpital général, se sont révoltés contre le roi quand le roi a demandé à l'archevêque de Paris d'aller siéger à l'hôpital général parce qu'il recevait des plaintes sur concussion, violence, détournement et tout. Il y avait des plaintes concernant la mauvaise gestion de l'hôpital général qui tombait en permanence sur le bureau du roi, et le roi en a eu assez. Il y en a qui venaient aux mains, il y avait des coups, enfin bon, c'était épouvantable l'hôpital général. Et les plaintes étaient graves. Il y avait des plaintes de maltraitance envers les pauvres, de détournement d'argent, vraiment c'était grave. Et le roi a demandé à l'archevêque de Paris, qui s'appelait Christophe de Beaumont, d'aller siéger à l'hôpital général. Et il était censé y siéger de droit, hein. Dans les statuts de l'hôpital général, l'archevêque devait siéger, mais il n'y siégeait pas, il n'y était pas. Et le roi nomme l'archevêque Christophe de Beaumont, et il lui dit, vous allez siéger à l'hôpital et vous allez regarder, vous allez remettre de l'ordre là-dedans. Par exemple, mettre de l'ordre. Tant de commandes de viande. Il y en a pour tel prix, d'accord? Ah, et pourquoi l'année dernière c'était le double? Ah, pour la même quantité. Ah, ils s'en mettaient plein les poches, c'était de l'argent détourné. Le roi donnait, chaque fois que les juges disaient il n'y a pas assez d'argent à l'hôpital général, le roi en donnait. Et il détournait, il volait. Et à peine l'archevêque de Paris arrive à la tête de l'hôpital général, l'hôpital général se met en grève. Les magistrats se mettent en grève et plus personne ne veut travailler parce qu'on veut plus de cet archevêque qui a fait élire une bonne femme qui fait partie de la coterie, etc. Et je me dis, mais comment est-ce qu'un système judiciaire complet peut se mettre en grève simplement parce qu'un archevêque vient siéger dans une institution charitable? J'ai dit, il y a quand même anguille sous roche. Et sachant ça, je tourne les pages des registres d'entrée et de sortie et je vois que des milliers d'enfants disparaissent de l'institution. Il y a un trafic d'enfants à l'hôpital général, un trafic. Et là, je suis allé au bout. C'est-à-dire que j'ai étudié toute la législation concernant l'hôpital général et les enfants trouvés. Je sais qu'il n'y avait plus, depuis 1656, aucune autre destination pour les enfants sous tutelle que cette institution-là. Il n'y en avait plus d'autres. C'est-à-dire que les enfants qui entraient dans cette institution y entraient pour y grandir et pas pour en sortir. Il n'y avait plus légalement aucune autre institution que celle-là susceptible de prendre en charge ces enfants. On les voyait entrer et sortir par centaines. Et à la longue, par milliers. Où allaient-ils? J'ai compris à ce moment-là que l'hôpital général était au cœur d'un trafic d'enfants dont je ne peux pas vous dire que j'ai trouvé la destination. Je suis sûr qu'il y en a qui sont venus au Canada. Je suis sûr parce que on a des signes que, au moment des enlèvements d'enfants, il y en avait qui se dirigeaient vers les ports de l'Orient. Et l'Orient, c'était la direction des Amériques. Mais il y en a d'autres qui descendaient à Toulon. Et à Toulon, on allait pour les Amériques. On allait où? Trafic d'enfants vers les bassins méditerranéens. Oh, je suis tombé sur un truc absolument affreux. J'ai pas trouvé la fille de Damien. Alors j'ai trouvé autre chose.
chose. C'est-à-dire que j'ai fait ma maîtrise sur la découverte que l'affaire Damien, c'était effectivement... Il y avait plus que quelque chose de louche. Je veux dire, il y avait tout un dossier qu'on avait truqué, qu'on avait tronqué, sur lequel on avait menti, et qui avait de toute évidence un lien avec effectivement les enlèvements d'enfants, puisque c'est à l'occasion des enlèvements d'enfants que Damien s'est manifesté comme étant partie prenante de cette affaire-là, ce qu'on a complètement tronqué, et en disant, on a les enlèvements d'enfants de 1750, on a cette grève gigantesque, cette bronca que lance la magistrature contre la royauté et contre l'Église, parce que le roi prétend que les magistrats qui s'occupent de l'institution doivent être contrôlés. Et ensuite, vous avez l'attentat de Damien. Et sur la pédophilie de Louis XV, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Attendez, c'est pas possible, on n'a pas de preuves. » Non, on n'a pas de preuves. Admettons qu'on n'ait pas de preuves. En tout cas, ce qu'on sait avec certitude, c'est que même si c'est pas vrai, les gens à l'époque le croyaient. Et c'est ça, en fait, qui peut justifier un attentat. C'est pas que ce soit vrai ou pas, c'est que le gars qui l'a fait l'ait cru. Ça, c'est une explication. Et j'ai découvert également que le fameux Damien, on avait la liste de tous ses anciens maîtres. Il était domestique, donc il passait d'un maître à un autre. On avait la liste absolument exacte de tous ses anciens maîtres et on les a tous interrogés, sauf un. Alors, c'est pas qu'on ne l'a pas interrogé, on l'a interrogé. Et on l'a même interrogé le premier jour. Le premier jour, pourquoi? Parce qu'il se répandait à Versailles en disant « Il est fou, il est fou, il est fou, n'écoutez pas, il est fou, il est fou ». Vous savez qui c'était ce monsieur qui disait « Il est fou, il est fou » C'était le frère de la marquise de Pompadour. Le marquis de Marigny. Qui disait « Il est fou, l'écoutez pas ». Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Ah, il est dingue. Alors bien évidemment, Marigny a été écouté par les magistrats instructeurs. Il n'y a pas trace de ces interrogatoires. On a tout retiré. Marigny ne fait pas partie des gens dont le nom est référencé dans le dossier d'instruction. Vous vous rendez compte la piste que je tenais là-dedans? Alors, je suis allé regarder ce que c'était que Marigny, je suis allé regarder ce que c'était que Pompadour. J'ai compris que Pompadour, à partir du moment... Le roi, il couchait avec elle, ça c'est sûr, mais il la trompait. Et comme il la trompait avec des filles un peu qu'on lui amenait d'un peu n'importe où, il l'avait infectée. La marquise ne pouvait plus officier, parce que son médecin lui avait dit maintenant... ceinture. Et comme elle ne voulait pas se faire prendre la place, vous savez, ça manquait pas les jolies filles au royaume de France, hein, et puis les ambitieuses. Comme elle ne voulait pas perdre sa place, elle a dit c'est moi qui pourvoirai. Et plus elles seront jeunes et innocentes, et moins il y aura de risques. Et qui a amené des jeunes filles jeunes et innocentes? Le marquis de Marigny. Son petit frère, qui avait un domestique qui s'appelait Damien, qui traitait par terre, qui trottait derrière, je veux dire. Alors c'est quoi? C'est quoi mon histoire? C'est complètement cinglé ou ça tient debout? Une fois que j'ai eu terminé ma maîtrise, je me suis lancée dans le DEA. C'est là que les emmerdements ont commencé. Pourquoi? Parce que une fois que... Moi, je voulais continuer, hein, une maîtrise, ça ne me suffisait pas, je voulais un DEA, éventuellement une thèse. Alors la thèse, j'ai arrêté, je vais vous dire pourquoi. C'est pas que j'ai arrêté, c'est que je ne l'ai pas menée, parce qu'il me fallait au moins 3 ans de plus, et que moi, je voulais mes découvertes, je voulais les communiquer, je voulais les écrire, je voulais atteindre le public. Là, les trucs que j'ai découverts, je voulais absolument les communiquer. Et 3 ans de plus, à mon âge, je les avais pas, quoi. Hein. Bon, donc j'ai voulu passer un DEA et m'arrêter là. Je savais pratiquement, je voulais m'arrêter là. Et à partir du DEA, je me suis lancé dans d'autres archives. Je suis entré dans les archives, effectivement, de l'hôpital général et j'ai mis à jour tous les trafics d'enfants de l'époque. Et alors, qu'est-ce que j'ai découvert au milieu de tout ça ? Je ne pouvais pas continuer d'avancer dans cette recherche sans comprendre les enjeux de la bataille qui se passait à l'hôpital général entre les magistrats, jansénistes, laïcs, se réclamant de la laïcité. La laïcité, c'est un mot que j'ai entendu toute ma vie comme étant le truc de la République. Hein. La laïcité, laïcité. Or, ces magistrats, c'était des jansénistes bigots. La loi qui faisait valoir à l'intérieur de l'hôpital général, c'était des dévotions tous les quarts d'heure. Ils mettaient les malheureuses femmes enfermées, dont le seul jour de repos était le dimanche, ils leur imposaient des messes de 4 heures debout dans des églises pas chauffées. C'était des maniaques.
il leur imposait des dévotions toutes les demi-heures par des officières avec qui ils couchaient tous. C'est-à-dire que vous aviez à l'hôpital général une dévotion noire, interdiction de plaisir, interdiction du bonheur, interdiction, vous savez, toute cette image noire de la religiosité ennemie de tout, qui était imposée à des femmes enfermées, c'est-à-dire enfermées parce que pauvres, par des officières qui faisaient la java, qui avaient tous au moins 2 ou 3 amants, dont notamment les prêtres de l'institution, les juges, les magistrats, c'était un bordel qui imposait une rigueur, ce qu'on appelait la rigueur janséniste, d'une hypocrisie épouvantable. C'était vraiment un monde atroce. Et ces gens-là, que je découvrais, avaient un ennemi obsessionnel, c'était le jésuite. C'est-à-dire, alors, un ennemi obsessionnel. Les jésuites, ils en parlaient, mais alors matin, midi et soir. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on viendra à bout des jésuites? Ils en sont venus à bout. Hein, et ce qui reprochait aux jésuites, parce que j'ai lu, alors j'ai commencé à me lancer dans le jansénisme, j'ai commencé à lire alors les auteurs qui sont intéressés à eux, puis eux-mêmes, quoi. Puis je suis même allé aux archives. Hein. Moi, j'ai retrouvé les archives du jansénisme, Louis-Adrien Lepage, celui qui écrivait j'ai lu les archives, ces comptes rendus à la main. Et ces gens-là avaient des théories anti-absolutisme royal, c'est-à-dire qu'ils remettaient sans arrêt en cause la faculté, le droit qu'avait le roi de décider en dernière instance. C'est-à-dire, quand il y avait des disputes, quand le roi disait « bon, moi ma décision c'est ça », c'était pas négociable. C'était ça l'absolutisme royal. Ça ne veut pas dire que le roi avait tous les droits, ça voulait dire que ce que le roi décidait en dernière instance, c'était la dernière instance. Au-dessus, c'est le bon Dieu. Or, ces magistrats passaient leur temps à remettre en question l'absolutisme royal, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais, moi, qui avais été élevé dans l'idée que le roi était toujours absolu, la royauté absolue, c'était l'enfer, c'était les abus, je voyais que ceux qui abusaient, c'était quand même ceux qui le remettaient en question. Puis c'était clair, là, j'avais les noms, j'avais les dates, j'avais tout, j'avais vraiment sous les yeux que l'opposition à l'absolutisme royal, c'était vraiment des pas beaux, quoi. Hein, c'était vraiment des affreux. Et je les voyais en même temps attaquer l'Église, mais de façon éhontée et totalement calomniatrice. C'était mensonger. J'ai vu l'édifice sur lequel j'avais grandi, c'est-à-dire que l'église était tyrannique, ça s'est complètement lézardé. Je voyais une église tyrannisée, pas tyrannique. Et quand j'ai commencé à regarder, vraiment je suis entré dans les détails, mais je suis vraiment rentré dans les détails, tout ce que ces magistrats faisaient à des malheureux curés, y compris à l'archevêque de Paris. Un jour, ils ont envoyé un mandat d'arrêt contre l'archevêque de Paris, vous imaginez? Parce que l'archevêque de Paris avait refusé d'obtempérer à l'ordre qu'il lui avait donné d'attribuer les sacrements à quelqu'un dont l'archevêque disait qu'il ne les méritait pas. C'est-à-dire que des juges laïcs se mêlaient de dire, nous juges, nous ordonnons que ce mourant-là on lui administre les derniers sacrements. Où est la tyrannie? Pourquoi est-ce que ces mourants ne recevaient pas les sacrements? C'est parce qu'il y avait des cabales organisées, et là on a tous les détails, qui consistaient à dire à ces mourants jansénistes, c'est-à-dire qu'ils étaient relativement peu nombreux, mais suffisamment nombreux pour mettre la pagaille, on leur disait, quand on vous demandera si vous reconnaissez ceci et cela, vous n'avez qu'à dire que vous ne voulez pas répondre. Donc c'est-à-dire qu'on provoquait des refus de sacrement. Le prêtre qui arrive pour donner les derniers sacrements à un mourant qui ne veut pas se plier à la procédure, il n'est pas obligé de l'administrer. Je veux dire, les sacrements, c'est pas un dû, c'est pas un droit. C'est quelque chose qu'on reçoit parce qu'on le demande. Donc on appelait des prêtres dont on savait qu'ils étaient tout à fait dans le dogme, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas jansénistes. Le jansénisme avait été décrété hérétique. C'est grave l'hérésie dans la religion. À partir du moment où le jansénisme était hérétique, il n'y avait aucune raison de transiger pour les prêtres. Si quelqu'un disait, moi je suis janséniste, je disais, mais écoutez, renoncez. Ah ben non, je veux pas renoncer. Bon, je peux pas vous donner les derniers sacrements. En plus de ça, si les mourants avaient voulu simplement se faire administrer les derniers sacrements par un prêtre complice et janséniste et qui voulait pas le dire, ils auraient reçu les derniers sacrements, ni vu ni connu. Donc, le refus de sacrement était organisé vraiment pour mettre des prêtres en difficulté. Et ces refus de sacrement étaient organisés par la magistrature pour mettre des prêtres en difficulté. Les prêtres qui refusaient d'administrer parce qu'en leur âme et conscience, ils ne pouvaient pas administrer à des mourants qui se comportaient de cette manière-là. Les juges ont mis en prison des prêtres
en leur donnant l'ordre d'administrer. Et les prêtres disaient, attendez mes seigneurs, mon supérieur c'est l'archevêque, c'est pas vous. C'est-à-dire que la laïcité n'était pas attaquée par l'Église, mais l'inverse. L'Église était attaquée par les laïcs. Les laïcs voulaient se mêler de religion. Et ce n'était pas la religion qui voulait se mêler de laïcité. Quand vous commencez à regarder le XVIIIe siècle sous ce jour-là, ben j'aime autant vous dire que l'édifice s'ébranle. Et il ne fait pas que s'ébranler, il s'écroule. Et c'est là que j'ai découvert la réalité des chœurs ecclésiastiques, la réalité de cette pseudo-tyrannie que l'Église organisait contre qui, contre quoi. Moi j'ai vu que ces prêtres qui recevaient l'ordre de la magistrature d'administrer et qui en leur âme et conscience ne voulaient pas, on les condamnait aux galères, on les condamnait à la prison. Il n'y en a pas un qui a terminé sa vie sur des bancs de rame. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur paroisse, leurs revenus, leur famille, leurs biens, leurs meubles. Les attaques menées par les magistrats contre l'Église ont fait que les magistrats en sont venus à donner l'ordre à des évêques et même à l'archevêque de Paris de faire administrer, et l'archevêque de Paris s'en est tiré in extremis parce que le roi l'a tiré de là, mais l'évêque de Troyes, en Champagne, a eu pour refus d'obtempérer à la magistrature qui se mêlait vraiment de ce qui ne la regardait pas, et qui avait l'ordre du roi, l'ordre écrit du roi, d'arrêter de poursuivre pour des affaires ecclésiastiques. L'évêque de Troyes a eu tous ses meubles saisis et vendus à l'encan en une nuit. C'est-à-dire que les magistrats ont envoyé des huissiers chez l'évêque un soir. L'évêque avait l'ordre d'administrer jusqu'au lendemain. Au lendemain matin, les huissiers sont entrés, ils ont saisi tous les meubles, ils les ont vendus à l'encan devant la porte. L'évêque n'avait plus rien. Qui tyrannise qui? Qui tyrannise qui? Que faisait l'Église là-dedans? Elle suppliait Sa Majesté de refaire preuve d'autorité et de remettre les magistrats à leur place. Alors, ce que j'ai compris, et je ne veux pas vous le démontrer ici, mais je pense qu'on peut le déduire, comment est-ce que les magistrats faisaient pour avoir cette outrecuidance et désobéir à ce point-là? Si vous regardez le dossier d'Amiens, que vous comprenez que le roi couchait avec des petites filles, et que si, enfin bon, la présomption, elle est complètement énorme, et que vous comprenez que par ailleurs, les magistrats, ils font du trafic d'enfants, bah, ça veut dire que tout le monde trempe dans le même truc, et puis que je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et que le roi ne pouvait pas faire valoir son autorité. Alors c'est pas à son honneur, mais moi je crache pas sur Louis XV, il a été beaucoup moins odieux qu'on ne l'a dit, il a été véritablement corrompu. Je pense que mettre des petites filles dans le lit du roi, ça s'appelle corrompre le roi, c'est pas pour l'excuser, je l'excuse pas, mais il a été véritablement harcelé par des affreux. Les affreux en question, pourquoi détestait-il à ce point-là les jésuites? Alors les jésuites, moi j'ai toujours entendu dire du mal des jésuites. Alors j'avais quand même un père qui me disait que les jésuites, il l'avait tellement envoyé à la messe qu'il ne voulait plus y aller jusqu'à la fin de ses jours, mais il avait quand même du respect pour eux, et surtout ce que j'ai compris, c'est que les jésuites étaient des pédagogues hors pair. C'est-à-dire que quand vous entriez dans une école de jésuites, qui permettait incidemment aux pauvres de recevoir une éducation gratuite, les riches payaient, et les pauvres étaient payés par les riches. Les jésuites ont véritablement fait de la promotion sociale pour des gens du peuple. Les jésuites ont été ils ont excellé dans l'éducation. Ils ont été les meilleurs pédagogues possibles. Et également, y compris pour les pauvres. Mais ils avaient également, et alors ça c'était une bonne raison pour un certain nombre de gens, j'y reviendrai, de les détester, parce qu'il y avait des gens qui estimaient que ce que vous avez besoin d'enseigner les pauvres,